nous parlions à juste mot dans la précédente édition d'un pays comme étant l'éboueur de l'Afrique francophone. De père en fils, si de vulgaires scandales ont suffi à défaire des régimes politiques sous d'autres cieux, ils passent inaperçus dans un pays. Mieux, ils nourrissent la longévité du règne politique. Il existe sur le continent noir francophone un territoire dont le nom est associé au scandale sans que les Occidentaux, la France en première loge, y trouvent un problème. Le règne élastique se nourrit de méthodes de voyous qui ne perturbent aucun pays voisin, aucune puissance. Pire, à chaque fois que le nom de ce territoire s'invite à un débat, en toute condescendance et ignorance de cette racine du mal-être africain, ils sont nombreux ces pseudo-analystes qui s'empressent de parler de « petits pays d'Afrique ». Oui, tout le monde le dit, même les « grands » pays sahéliens secs de l'interland qui ploient sous le fléau du djihadisme. Dans leur bras de fer d'actualité avec la France, il semble que ces pays ont décidé, enfin, de désigner le chat par son nom. Ils croient avoir tenu le taureau par les cornes juste en tournant le dos à la France. Qui pour leur dire que cette seule décision ne suffit pas pour exorciser le mal. Dans un monde interdépendant, certaines prises de conscience, si elles sont parcellaires, peuvent être aussi une façon de prendre l'ombre pour la proie. Pour tout le monde, en attendant que les deux autres voisins prennent le train en marche, quelque chose semble commencer au Mali malgré l'Hexagone. La France des barbouzes, la France des réseaux, la France des alliances incestueuses avec le mal-être d'un continent sans inquiète et menace d'ailleurs avec ses incurables méthodes connues aux nostalgiques de la colonisation. Les Maliens disent avoir compris et ils ne se font plus prier pour ramer à contre-courant, pour se défaire de la France devenue hideuse dans le combat contre l'extrémisme religieux au Sahel. Sacrilège, réplique l'accusé. Mais, quand on vous accuse de vendre du piment, c'est que vous n'êtes pas connu vendeur du sel, arbore un adage de notaire. Ils sont nombreux, ces présidents africains dont l'assassinat est attribué, à tort ou à raison, à la France et ses réseaux. C'était pour protéger de mesquins intérêts colonialistes sans lesquels la France serait un lointain territoire de ruines comme beaucoup d'autres territoires mis à genoux par la traite. Les liens d'avec la France, si quelques rares pays africains francophones ont vite compris et en ont fixé des mesures barrières, il demeure en Afrique un pays qui reste une base arrière privilégiée, un dernier retranchement, un Eldorado pour les stratégies et méthodes France-Afrique et à juste cause, même si le maître fait semblant. Service après-vente, pour cette loyale fidélité, le crime dont se nourrit ce pays berceau d'une dictature, sera un moindre mal pour le néocolon. Tout crime, lorsqu'il est de ce pays, n'en est pas un, pour paraphraser cette fameuse redondance qui estime depuis l'époque des grandes guerres tchou, une erreur, lorsqu'elle est française, n'est pas une erreur. Ils sont rapides à parler d'exception pour excuser ce petit pays. Oui, comme si le soleil s'y levait à l'ouest pour se coucher à l'est. La fameuse exception a assez grandi puisqu'elle se nourrit du silence des Occidentaux, de l'hypocrisie des voisins dont certains ignorent même être les premières victimes d'une telle aussi laide exception. Sur un plan purement économique, l'avantage à tirer est qu'une telle géopolitique du crime peut durer longtemps, en battant de l'aile économiquement pour que les voisins y tirent les lauriers. Entre autres crimes connus de cet environnement inique, nous ohomons sur deux. Ces deux sont des crimes dont vit le très redouté terrorisme. Ils sont le trafic des drogues dures et le blanchiment. Ce n'est pas un secret, avant les enlèvements suivis de demandes de rançon, le trafic des drogues de tout acabit est la première source de revenus qui nourrit les réseaux terroristes. Les réseaux terroristes ont élu domicile au nord sahélien de l'Afrique, toute la planète le sait depuis l'éviction sauvage de Kadhafi par les Occidentaux avec la France en chef de file. Le Mali, le Burkina et le Niger en paient les premières factures. Ce pays connu pour ses fameuses exceptions est loin de cette zone rouge, mieux, il est ouvert sur la mer. Une mer, pas n'importe laquelle, la mer en sa partie la plus prisée, un bras de mer en eau profonde, un sésame pour les affaires. Les bateaux de dernière génération peuvent y accoster sans grand risque aquatique. Ceci fait du pays un pôle d'éclatement des marchandises mais aussi et surtout de la drogue. Faut-il le répéter, à 15 km de ces eaux profondes se commercialisent sur un marché noir, des produits pétroliers douteux. Des produits tantôt en provenance de la zone ARA, Amsterdam, Rotterdam, Anvers, tantôt des produits pétroliers volés du Nigeria pour alimenter la contrebande. Aux côtés de ces transbordements criminels que les ONG ont vainement dénoncés, se transbordant aussi de la drogue, secret de Polichinelle. Nous publions depuis 2015 un dossier où nous démontrions comment même le port de ce territoire exceptionnel n'arrive pas à contrôler ce trafic maritime qui s'opère pourtant dans ses eaux. Comme si ceci n'est pas assez, le trafic rallie désormais la terre ferme.
La situation de bras de mer profond qui devrait être un atout national fait du pays un pôle d'éclatement des substances interdites. Depuis quelques années, à chaque fois qu'on arrête dans le monde de la drogue évaluée en tonnes, elle a passé par cet exceptionnel port en eau profonde. Le 2 mars 2021 au Niger, les agents de l'Okertite Bay ont découvert au quartier Kali Plateau à Niamey, un entrepôt de reconditionnement contenant 17 tonnes de résine de cannabis. La cargaison a quitté Beyrouth au Liban dans un conteneur transporté par une société indienne jusqu'au port de Lomé où elle a été enlevée et chargée dans un camion d'immatriculation béninoise à destination de Niamey pour être réexpédiée, ceci est à lire dans notre dernière parution. Le même article parle d'une saisie des dizaines de tonnes de cocaïne en direction du Mali, et tenez-vous bien, ceux qui transportaient ce crime sont des armateurs français. Le premier chargement de cocaïne a été découvert dans un conteneur affrété par Louis Dreyfus Compagnie à destination d'un client malien en transit à Lomé attendant d'être chargé sur un camion. Quant à l'autre cargaison, elle était cachée dans un conteneur affrété par Sucudem et devrait être réceptionnée par un importateur togolais. Ces quantités dont on a parlé ne sont que celles qui ont pu être saisies. Bien d'autres ont dû passer inaperçues. Il suffit de suivre l'actualité narcotique au monde pour s'en convaincre. S'il existait un doute, la preuve est faite que c'est ce port de Lomé qui arrose le Sahel en drogue. À qui ces quantités sont-elles destinées? Et si c'était d'abord et avant tout au réseau terroriste? Ironie de la situation, le même pays se présente en avant-gardiste de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et il ne fait pas dans la dentelle. Il y envoie ses soldats, et les moyens, même si la contrepartie est payée par les puissances et l'ONU. Des concitoyens y meurent en douzaines. De l'autre côté, le même pays est le grossiste de la cocaïne dont vit le terrorisme qu'on combat au prix de sacrifices de budgets et vies humaines. Il va sans dire que, un tel port devient un marché international pour la cocaïne. Un marché est un lieu de rencontre qui n'exclut personne, de ce fait, personne ne peut empêcher les réseaux terroristes de s'en procurer ou d'y livrer des stocks. Le commerce narcotique est strictement interdit dans le monde, si quelqu'un s'engage à contourner les barrières, c'est qu'il est un hors-la-loi qui ne respecte aucune limite et qui vend ses produits interdits au premier venu, quel qu'il soit. Présentement, quasiment tous les navires qui déplacent le crime de la cocaïne d'un coin de la planète à l'autre sont immatriculés dans ces fameuses eaux.